Bonsoir et bienvenue sur ce nouveau numéro de Vox Live. Et cette fois, pas question de décrypter les grands enjeux qui façonnent notre continent. Ce soir, nous vous proposons de revenir sur les temps forts qui ont marqué notre continent cette année. La tentative de coup d'État au Bénin, la fin des accords militaires entre le Tchad et la France, l'arrestation de Kémy Séba ou encore l'absence prolongée du président camerounais Paul Biya. Pour ce second best-of de l'année, focus sur la gouvernance sur le continent. La solution est-elle militaire? Quel visage peut-on donner à la démocratie? Comment comprendre les coups d'État militaires? Réponse en images. On parle du Cameroun parce qu'on est en plein dans l'actualité, mais il y a d'autres pays d'Afrique centrale justement où les chefs d'État sont restés un certain temps au pouvoir. Pourquoi cette région-là en particulier? Pourquoi est-ce qu'on peut retrouver ce dénominateur commun de longévité au niveau des présidents? Oui, il me semble de toute évidence que votre question soit une question pertinente dans le sens que vous parlez de l'Afrique centrale. Pourquoi cette région? Effectivement, l'Afrique centrale, vous allez remarquer que lorsqu'il y a eu la conférence de Berlin qui a commencé le 15 novembre 1884 jusqu'au 28 février 1885, ça se trouve que pour la première fois, une conférence de ce genre, à cette époque-là, n'avait pas pu tenir sa feuille de route à cause de la zone de l'Afrique centrale, notamment la RDC, le Congo-Brazzaville, le Cameroun et tout. Beaucoup de gens n'en parlent pas trop. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est cette zone-là où il y avait tellement beaucoup de richesses. Et donc, les grandes puissances à l'époque s'étripaient entre elles pour pouvoir récupérer cette zone-là. C'est pour ça qu'on l'avait concédé la RDC au roi belge et le Congo-Brazzaville à la France, le Cameroun d'abord avec les Allemands. Lorsque les Allemands vont perdre la guerre, après les Français vont récupérer et tout. Donc on voit très bien que c'est une zone qui est tellement stratégique parce que en fait là-bas vous retrouvez presque toutes les richesses du monde, toutes les matières premières. Ça se trouve que plus les présidents durent au pouvoir, mieux c'est pour les puissances coloniales impérialistes parce que ça leur permet d'avoir toujours la main. Alors que s'il y a l'instabilité, ça se trouve que celui qui peut arriver au pouvoir ne pourra pas peut-être être maîtrisé par eux, donc ça pourrait peut-être les inquiéter. C'est pour ça que c'est ce qui explique un peu aujourd'hui, de mon point de vue, la longévité du président au pouvoir dans la zone Afrique centrale. Mais je me dis que c'est une affaire qui ne va plus durer longtemps parce qu'aujourd'hui, avec le temps qui passe, les mentalités changent. Les Africains s'éveillent de plus en plus et ils veulent vraiment que l'Afrique, sinon l'Afrique centrale puisse sortir un peu de l'ornière. Pour avoir une idée en termes de chiffres, en Afrique de l'Ouest, on parle de 9 ans en moyenne, la durée de longévité des chefs d'État, contre 20 en Afrique centrale. Yannick Achille-Fognier, est-ce que c'est un problème structurel? Est-ce que c'est un problème de bonne gouvernance, de choix de gouvernance? Quel est votre avis sur le sujet? Moi, je pense que le problème en Afrique centrale, c'est le manque de profondeur historique politique. C'est-à-dire, lorsque vous regardez en Afrique de l'Ouest, vous avez affaire aux empires encore récents. Donc, lorsque, par exemple, un Malien parle du Mali, il peut étirer l'historique sur 500 ans, sur 5 siècles, sur 8 siècles. Donc, on a affaire à des peuples qui ont une culture politique beaucoup plus avancée. Or, qu'est-ce qu'on a en Afrique centrale? Si je prends par exemple le cas du Cameroun, c'est une mosaïque de peuples parfois très différents, qui n'ont pas encore une historique commun, qui n'ont même pas encore le contrat social. C'est-à-dire, ce sont des pays vraiment faits de la colonisation à la carte, donc sans tenir compte des réalités sociopolitiques qui étaient préexistantes. Lorsqu'il parlait tout à l'heure de la RDC, en RDC, vous avez plusieurs groupes ethniques. Parfois, ils ne se comprennent pas, ils ne pensent pas de la même manière, ils sont totalement divergents. Ce qui fait qu'à un moment donné, le seul instrument d'atténuation politique, c'est la violence. L'histoire en s'est pleine de décès en RDC. Et c'est pareil, au Cameroun, il n'y a jamais eu véritablement d'alternance politique démocratique au Cameroun. C'est pareil pour le Tchad. Le Tchad, c'est coup d'État sur coup d'État, Tombalbaye, débit père, débit fils. Donc, on a une sous-région où la culture politique est essentiellement violente. Donc, il y a donc pour moi, la cause, c'est plus sur le fait historique, c'est qu'ils n'ont pas eu le temps de se maturer comme peuple, de se maturer comme nation. Et aujourd'hui, les conséquences sont là, on a ce qu'on a. Frédéric Tchoungui. Alors, moi, mon analyse, elle va prendre la chose, entre guillemets, de deux manières. La première manière, le premier moment, c'est après les indépendances et tout ce qui a découlé avec la guerre froide, pendant la guerre froide. On voit que pendant la guerre froide, il y avait vraiment, c'est-à-dire qu'il y a eu cette installation de présidents sur le très long terme
parce que en général, ils servaient les intentions des grandes puissances coloniales. Je prends par exemple le RD Congo de Mobutu. Mobutu est arrivé au pouvoir en 65 et il est parti en 97. Donc pendant toute cette période, aussi Omar Bongo, on peut le prendre en exemple, et toute cette période a fait en sorte que les puissances coloniales ont assis la domination d'un chef, parce que ce chef-là a été assujetti directement à leur pouvoir. Et de ce fait-là, il n'y avait pas besoin de changer parce qu'on a notre personne de confiance sur place. Donc pourquoi changer? Mais en 90, il y a eu la naissance du multipartisme. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que les puissances coloniales se sont positionnées et ont commencé à dire, bon, la guerre froide est terminée. Ça correspond avec la chute du mur de Berlin le 9 novembre 1989, où la Russie capitule et la guerre froide se termine. Et donc les puissances coloniales elles ont demandé aux partis au pouvoir de maintenant ouvrir le multipartisme pour qu'une nouvelle nation, une nouvelle génération de leaders émerge. Donc on a vu maintenant, c'est-à-dire des changements. Par exemple, vous voyez en 97, quand Mobutu part dans des conditions un peu compliquées parce qu'il n'est plus soutenu par les Américains. Et il y a d'autres pays comme ça, de la sous-région, qui sont dans cette situation-là. Donc on a ce premier aspect. Le second aspect, je pense qu'il faut aussi le voir d'un point de vue du pouvoir africain. Je vous renvoie au livre de Jean Ziegler que j'aime beaucoup citer quand je viens ici, Le pouvoir africain, parce que c'est vraiment une bible sur le pouvoir africain. Et je pense qu'il retrace bien la cosmogonie de l'organisation du pouvoir en Afrique. Le pouvoir en Afrique est le suivant, c'est-à-dire qu'il est parfois gérontocratique et il est toujours basé sur le matérialisme. Donc en fait, ce sont souvent les anciens qui dirigent et les anciens qui ont aussi le pouvoir économique. Donc de ce fait, il y a cette corrélation-là. Parfois, vous voyez nos chefs d'État qui durent au pouvoir, qui s'éternisent au pouvoir, qui ont 80, 85 ans. Parfois, c'est la gérontocratie. Par exemple, au Cameroun, c'est le cas. On a quand même une gérontocratie qui dirige. Et c'est eux qui ont aussi le matériel. Donc, de ce fait, ils se maintiennent au pouvoir. Et comme vous l'avez évoqué, nous n'avons pas vraiment de vie démocratique dans notre pays. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, comme vous l'avez évoqué, le Cameroun reste un pays qui n'a pas connu d'alternance. Il n'y a jamais eu réellement d'alternance politique. Il y a une passation qui s'est faite en 82 entre un président et un autre, mais nous n'avons pas connu cela. Moi, je pense que l'Afrique n'a pas véritablement besoin des transitions politiques militaires. L'Afrique a besoin des patriotes, c'est-à-dire que les enfants qui doivent défendre le continent. C'est eux qui doivent être à la tête de nos pays africains pour que les choses marchent. Maintenant, si on peut tomber sur des dirigeants militaires patriotes, tant mieux. Par exemple, comme le cas de l'AES, on a vu très bien que les 3 présidents, ils sont là pour faire les intérêts du pays. Tant mieux, ce sont des militaires. Mais souvenez-vous aussi, on peut être militaire, mais ne pas être patriote. Si vous prenez le cas du Gabon, il est en train de faire les premiers pas qu'il est en train d'effectuer, ce sont des pas ambigus. Monsieur Oligui Nguema. Si vous prenez le cas du Tchad, c'est un militaire aussi, mais les premiers pas qu'il a posés, lui, jusqu'à aujourd'hui, on voit très bien que ce n'est pas ambigu. Vous prenez aussi la Guinée-Conakry, la Guinée française de Sékou Touré. On voit très bien que c'est un coup d'État que beaucoup de gens ont même dénommé ou surnommé de coup d'État hybride, parce qu'on ne sait pas de quel côté il est en train de pencher. Donc on voit très bien le problème ne se résume pas au niveau de la posture militaire, mais c'est beaucoup plus sur le patriotisme. C'est-à-dire que si nous avons des dirigeants militaires patriotes, il n'y a pas de souci. Donc si en Afrique centrale, pour revenir un peu sur ce que vous étiez en train de dire, vous avez pris le cas du Cameroun, le cas de la RDC et le cas de la Guinée équatoriale, tant mieux. Si demain on peut se réveiller et que nous avons des militaires patriotes qui décident de prendre les commandes du pays entre leurs mains, il n'y a pas de souci, on va les applaudir pourvu que le pays avance. Parce qu'en effet, c'est quoi? C'est que dans l'histoire du monde, il faut toujours ressasser l'histoire, c'est important, j'aime l'histoire. C'est que vous allez remarquer les grandes puissances aujourd'hui dont nous apprécions. Si vous prenez l'Angleterre, mais c'est un militaire qui a géré l'Angleterre de 1940 à 1945, Churchill. Il a été vraiment la pièce maîtresse sur la victoire décisive des Alliés. Ça, c'est aux États-Unis. Mais en Angleterre, si vous prenez les États-Unis, le premier président, c'était un général. George Washington. Si vous quittez les États-Unis, vous prenez ici même en France, là où nous sommes en train de faire l'émission, mais qui a stabilisé un peu la 5e République, celui qui crée l'alternance de la 4e à la 5e République. C'est un général, c'est De Gaulle. Donc le problème, ce n'est pas au niveau des militaires, mais ce sont des militaires patriotes. Si nous avons des militaires patriotes, pour moi, il n'y a pas de souci. On peut leur donner les commandes du pays pourvu que les choses avancent et que les gens se retrouvent. Yannick Achille-Fournier. Oui, merci. En fait, je souscris à son approche, c'est-à-dire de dire que même si c'est des militaires, on a besoin des patriotes. Parce que pour le cas du Cameroun, si on veut revenir dans l'ordre démocratique, on a un président qui est peut-être malade, il n'est pas au pays, ce qui est sûr, parce que ça a été dit hier dans un communiqué officiel. On a son dauphin constitutionnel, le président du Sénat,
qui est également hors service, il est également en France, il n'est pas sur place. Et puis derrière, on a du flou. Du flou, pourquoi? Parce que dans l'ordre constitutionnel, on a le président, on a le président du Sénat, sauf que le président du Sénat, lui, a 4 vice-présidents. Donc maintenant, il y a un flou juridique sur lequel des 4 vice-présidents du Sénat est appelé à prendre la relève. Donc, et c'est à ce niveau-là où il faut départager des gens et où il n'y a pas de texte précis pour dire le premier ou le second substitut du président sera le plus... en fait, il n'y a pas d'ordre préétabli, en fait. En réalité, en Afrique, franchement parlant, l'Afrique n'a pas besoin d'alternance. L'Afrique a besoin de l'alternative. J'explique. C'est que l'alternance est une continuité dans le système impérialiste et colonialiste dont le président sera obligé d'être toujours inféodé envers les puissances qui l'ont placé là. Ça, c'est l'alternance. Maintenant, l'alternative, c'est quoi? C'est que l'alternative vient pour mettre la rupture, mettre fin à ce qui existait avant. Je vais prendre un exemple. Pendant les années 60, sinon un peu plus haut, donc après la Deuxième Guerre mondiale et tout le reste, Foccart, avec son camarade De Gaulle, ils vont mettre en place ce qu'on appelle la France-Afrique. Un système de prédation incroyable, de domination. Et donc, c'était un système où on pouvait voir, c'était l'esclave avec son maître. Tous les présidents que nous avons connus dans nos pays francophones, de 1960 jusqu'à aujourd'hui, ont été, à l'exception des 3 pays de l'AES, c'était des présidents qui ont été inféodés à la France. Donc, c'était des présidents France-africains. Et on nous a même berné plus loin. On nous a fait comprendre que le Sénégal, par exemple, était un pays où la démocratie marchait très bien. Mais c'est une pure illusion. Si vous prenez Léopold Sédar Senghor, le premier président, un France-africain. Si vous prenez Abdou Diouf, un France-africain. Abdoulaye Wade, un France-africain. Et dans les différents régimes, vous allez remarquer que la démocratie n'a jamais existé. C'est sous Léopold Sédar Senghor qu'on avait assassiné l'écrivain qui était très intelligent à l'époque, en 1973, dans les geôles de Dakar, qu'on appelait Oumar Blondin Diop. Assassiné sous le régime de Léopold Sédar Senghor. Il a embasillé Mamadouba à l'époque, un intellectuel de l'époque. Est-ce que vous dites, est-ce que ça ne pose pas aussi la question de qu'est-ce qu'est la démocratie Mais justement, maintenant, la démocratie, ça dépend de ce que nous mettons dedans. Ça dépend de ce que nous mettons dedans. Si vous dites aux Chinois, est-ce que vous connaissez la démocratie? Les Chinois ne connaissent pas la démocratie. Mais est-ce que pourtant que la Chine n'avance pas? Si vous dites par exemple, je ne sais pas, il y a beaucoup de pays. D'abord, je vous rappelle même, si vous partez en Angleterre, la démocratie en fait c'est quoi? C'est que c'est le peuple qui doit élire le président, non, par exemple. Ça c'est fondamentalement parlant. Le pouvoir du peuple par le peuple et pour le peuple. Donc c'est au peuple d'élire le président de la République. Mais si vous regardez l'Europe telle qu'elle se présente aujourd'hui, on parle au moins de 12, sinon 11 monarchies. Au Luxembourg, vous avez quoi? C'est la monarchie. En Belgique, vous avez, en Espagne, en Grande-Bretagne, en Suède et tout le reste. Donc, c'est pour dire que la démocratie, ça dépend de ce que nous mettons dedans. Parce que la démocratie est un concept qui est tellement pur, tel qu'elle a été théorisée au 7e siècle en Grèce, personne ne peut l'appliquer. Même les États-Unis ne peuvent pas appliquer la démocratie, mais de manière vraiment factuelle. C'est très, très difficile. Sur le plateau, Frédéric Tungui. En fait, je pense que la démocratie, telle qu'elle est pensée aujourd'hui, c'est un modèle de domination des pays impérialistes sur nous. Pourquoi? Parce que vous voyez même que lorsque il y a des contrats qui sont passés, ils privilégieront toujours les États démocratiques, qui disent démocratiques ou qui appliquent les droits de l'homme, même si eux-mêmes n'appliquent pas, ils s'en foutent. Qui respectent les minorités, qui intègrent les genres, etc. Je prends par exemple le cas de l'AGOA. L'AGOA, pour en faire partie, il faut cocher énormément de cases. Donc en fait, c'est un modèle copier-coller qui veut nous imposer. Mais aujourd'hui, concrètement, l'Afrique doit autodéterminer sa façon de fonctionner. C'est pour ça qu'on a un problème. C'est pour ça que ça ne marche pas. Quand ça ne marche pas depuis 60 ans, il faut vous poser la question de savoir pourquoi ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce que le système n'est pas adapté à nos réalités. Parce que comme je l'ai dit, nous avons un... Mais pourquoi une telle différence entre l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Ouest? Parce que l'Afrique centrale a fait du copier-coller de ce qui a été imposé. C'est-à-dire que nous avons retranscrit, mais nous avons retranscrit d'une manière bancale, on va dire. Quand vous regardez, par exemple, je prends un exemple concret, quand vous regardez la RDC, ils ont mis un président en place qui était le président Mobutu en 65, et le président Mobutu est resté 30 ans. C'est-à-dire qu'il avait tous les attributs... 32 ans, pardon. Tous les attributs qui viennent de l'Occident, c'est-à-dire un parlement, le système judiciaire, des maires, des conseillers régionaux, etc.
toute l'organisation est la même. Mais les procédés sont différents. Pourquoi? Parce que les forces ne sont pas organisées de la même façon. C'est pour ça qu'on vient encore à la tripartite, c'est-à-dire le judiciaire, le parlementaire et le gouvernement, l'exécutif, qui ont tous un contrôle les uns sur les autres. Nous, on ne peut pas le faire. Pourquoi? Parce que le pouvoir est centralisé en une seule personne. Vous avez une seule personne qui décide de tout et qui, de cette manière-là, a la main mise sur tout. C'est lui qui va nommer le président du Parlement, c'est lui qui va nommer les juges, qui vont faire partie de ce système-là, qui va le porter. Et il va en faire en sorte de consolider son système pour ne pas avoir de faille. C'est-à-dire que lorsqu'il décide de frapper, il va user de tous les instruments étatiques en sa possession pour pouvoir donner la direction au pays tel qu'il le veut, comme il le veut et comme il le peut. Pour autant, on se rend compte que... Je vous laisse réagir. Oui, en fait, il faut dire plusieurs choses. La première, c'est que la démocratie, on ne la connaît pas en Afrique centrale. On ne l'a jamais vécu, c'est quelque chose qui nous est étranger. Pourquoi? Parce que, l'héritage colonial. La France, tout à l'heure, je disais, c'est une monarchie présidentielle. Donc la France a toujours tout fait pour qu'il y ait une certaine continuité ou bien une certaine pérennisation des pouvoirs dans ses colonies. Et pourquoi ça marche? Parce que justement, ça a trouvé les intérêts des locaux. Tout le monde, beaucoup d'entre eux ont trouvé intéressant de rester là 30-40 ans pour ne rien faire. Et tout à l'heure, lui dit la démocratie, c'est pas pour nous. Non, c'est pas forcément vrai parce que la démocratie, l'absence de démocratie, c'est automatiquement la dictature. Parce qu'il y a ce qu'on appelle l'usure de l'homme. Lorsque vous occupez un poste, vous avez 7 ou 8 ans pour faire vos preuves, 10 ans, au maximum 15 ans. Au bout de 15 ans, vous n'êtes plus productif. Parce que vous vous êtes assez autour de vous des groupes d'intérêt, des groupes de lobby, pas un certain nombre de groupes qui au final créent l'inertie. Donc, pour sortir de là, pour arriver à la démocratie, il faut déjà passer par l'alternance politique. Même si on passe par ce qu'il a dit tout à l'heure, c'est-à-dire des changements qui n'apportent pas le changement, c'est déjà une étape. Une étape parce que, ok, entre deux changements, on peut avoir un homme qui décide de marquer la rupture. Or, garder le même homme pendant 50 ans, c'est la certitude de rester, de faire du statu quo, et de ne pas progresser. Parce que lorsqu'il parle de la Chine qui n'est pas démocratique, ce n'est pas forcément vrai. Parce que sur les 25 dernières années, la Chine a eu 5 présidents. Il y a eu Xi Jinping, avant lui, je n'ai pas tous les noms, mais si vous recherchez bien, la Chine a eu 5 présidents sur les 25 dernières années. Non, je le disais parce qu'en fait, c'est la façon dont on est en caricature un peu la Chine de l'extérieur, mais je sais très bien que les choses marchent pas. Donc, ce n'est que le dernier président, Xi Jinping, qui a modifié la constitution pour pouvoir rester beaucoup plus. Mais avant, la Chine est un pays qui a toujours connu l'alternance politique. Maintenant, la chose sur laquelle il faut insister, c'est qu'il ne faut pas réduire la démocratie à l'alternance politique. La démocratie, c'est aussi les libertés. Est-ce qu'on a les libertés chez nous? Pas beaucoup. La démocratie, c'est aussi la capacité à pouvoir innover, parce que pour un pouvoir, pour pouvoir perdurer, a besoin d'asphyxier un certain nombre de corps sociaux. L'éducation, par exemple, où le pouvoir est obligé de l'asphyxier, parce que lorsqu'il y a trop d'intelligence, elles vont finir par poser des problèmes au système. Ça, c'est l'éducation. Par exemple, il y a la santé, il y a le divertissement. Donc, lorsqu'on veut gouverner longtemps et qu'à un moment donné, parce qu'on a trop duré, on est usé par le pouvoir, on n'est plus efficace, on est obligé de contenir la population. Et ça passe par plusieurs méthodes qui ne sont pas forcément bien. Tout ce qui a été dit ici, ce sont des éléments qui sont très importants, mais de mon point de vue, ce sont que des détails. En fait, vous allez remarquer que ce soit le Congo-Brazzaville, le Congo-Kinshasa, le Cameroun, le Tchad, le Gabon, un peu les pays de l'Afrique centrale, puisque nous sommes dans l'Afrique centrale, c'est que nous avons un seul ennemi, c'est le néocolonialisme. C'est-à-dire que tous ces États-là sont issus de la cuisse néocolonialiste. Aujourd'hui, pour que les pays puissent avancer, nous devons bouter hors de nos frontières le néocolonialisme et l'impérialisme. C'est ça, il n'y a pas autre chose. Pourquoi? Parce que lui, c'est un financier. Il va peut-être me contredire, peut-être qu'il va me corriger. J'aime faire ce schéma-là. C'est-à-dire que vous avez l'économie d'un pays. Vous avez 2 pays. Il y a un pays A et un pays B. Lorsque vous avez l'économie du pays B contrôlée par le pays A, ça se trouve que quoi? C'est le pays A qui va orienter votre façon de vous développer, et la politique et la stratégie et même vos projets. Ça se trouve que vous êtes encore inféodé à ce pays A là qui contrôle votre monnaie. C'est l'état dans lequel se trouvent les pays
de l'Afrique centrale, un peu partout aussi de l'Afrique, des pays qui ont été colonisés par la France. Donc, on peut changer Paul Biya, on peut changer Olimi Nguema, on peut changer tout ce que vous voulez, mais tant que nous serons encore dans cette dépendance économique, parce que rappelez-vous toujours que l'économie est le pilier par lequel se repose la politique. Si vous n'avez pas d'économie, vous ne gérez pas votre économie, mais dites-vous que vous ne pouvez pas mener à bien des projets politiques. Donc ça se trouve que quoi? Les Américains, lorsqu'ils ont fédéré leurs États à l'époque, le 4 juillet 1776, après tout de suite, ils ont mis en place la monnaie dollar. Hein. C'est pour dire que vous devez avoir une monnaie à vous endogène, adossée à quelque chose. Ça peut être un minéral, l'or, le diamant, etc. Et, tout. Et aujourd'hui, on voit très bien, mais le franc, c'est quoi? C'est pas une monnaie qui appartient aux peuples africains, notamment de l'Afrique centrale. Donc, peu importe le président, même si Paul Biya pouvait mourir aujourd'hui, même si Olimi Nguema pouvait partir, celui qui viendra, il va essayer de faire quelque chose, mais il va tourner en rond. Il tournera autour du gâteau. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est quoi? Quelque part, il est pris en tenaille par cette monnaie-là. Donc, il va venir trouver un pays qui est encore sous la domination néocoloniale. Donc, pour résoudre nos problèmes et pour qu'il y ait séparation de pouvoir, donc j'apprécie lorsqu'ils sont intervenus, ils n'ont pas tort, mais pour qu'on aille vers l'applicabilité de ces choses-là, des arguments que nous avançons, nous devons bouter hors de nos frontières le néocolonialisme et l'impérialisme. Voilà donc le problème de fond. Alors, Frédéric Tchoungui, je vous laisse poursuivre et après on enchaînera la deuxième partie de l'émission. Très bien, juste pour répondre à mon comité de débatteur ici, lorsque j'ai évoqué le fait qu'il n'y ait pas de démocratie, que la démocratie n'est peut-être pas un modèle qui nous conviendrait, je parle de la démocratie singée, c'est-à-dire qu'on prend ce qui se fait en Occident, on le transpose. Vous savez que nos sociétés de facto sont démocratiques, c'est-à-dire que lorsqu'on arrive dans un village, certes il y a le chef du village, mais il y a autour de lui une consultation qui se met en place. Il ne prend pas des solutions tout seul. Il y a toujours un conglomérat qui l'accompagne. Donc la démocratie, on la vit déjà. Maintenant, le gros problème, c'est qu'elle ne peut pas être transposée telle qu'elle dans nos espaces, parce qu'elle ne nous convient pas de ce fait. Et pour revenir maintenant sur la thématique du débat, sachant que nous parlons des militaires, si les militaires interviennent au niveau de l'État, est-ce que ça va faire en sorte de changer les choses? Je pense qu'on peut se poser la question, et on doit d'abord analyser ce qui se fait depuis. On regarde le cas du Gabon, et le cas au jour d'aujourd'hui du Tchad, et avant ça, il y avait aussi les Bokassa en Centrafrique, etc. Et on se rend compte qu'ils sont pris, ils sont toujours dans ce jeu néocolonial, toujours en attendant l'aval du néocolonisateur pour pouvoir faire des choses, il y a toujours cet adoubement qui se fait très tôt au niveau de leur prise de fonction. Il y a toujours, soit lui-même il se rend à Paris, soit il envoie un émissaire à Paris dire non, ne vous inquiétez pas, on a pris le pouvoir, mais le business continue. Je caricature un peu, mais c'est ça la réalité. Donc en fait, on a besoin de militaires, s'ils viennent prendre le pouvoir, des militaires qui veulent réellement changer les choses et qui veulent sortir de ces rouages d'antan qui minent en réalité notre vie politique et notre vie économique et sociale. Lorsque vous parlez de la démocratie, c'est d'abord une affaire de se faire l'argent. Non. Mais en fait, vous caricaturez ce que je suis en train de dire. Ce que je suis en train de dire, c'est quoi? C'est que je vous prends de la lettre. Non. Ce que je suis en train de dire, c'est quoi? C'est que la démocratie, c'est un moyen pour un parti politique d'exister et d'avoir des finances. Mais est-ce que c'est la volonté première? Non, mais c'est pas la volonté première. Non, ce n'est pas la volonté première. C'est là le point de divergence. Non, mais c'est une continuité en fait. C'est ce que je suis en train de vous expliquer. Attendez, vous ne me comprenez pas. Les spectateurs qui nous suivent. Non, vous ne me comprenez pas. Vous ne me comprenez pas. Ne vous cherchez pas à me comprendre. Parce que vous êtes basé sur la démocratie, c'est l'argent. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Non, ce que je parle, c'est un procédé. C'est toute une construction autour de cela. Et le fait d'avoir des partis politiques qui se lancent en politique pour exister, ils ont besoin de fonds pour exister. Écoutez, je vais vous aider. Ils ont besoin, mais ce n'est pas l'essence. On poursuit peut-être le débat. Non, pas du tout. Il n'y a pas d'ambiguïté. C'est pas ça. Yannick, laissez-le finir. Yannick, en fait, il y a les objectifs et il y a les moyens. Donc là, lorsqu'il parle des finances, il parle des moyens. Mais le plus important, c'est les objectifs. Parce que lorsqu'on a des bons objectifs, jamais on se donne les moyens. Parce que lorsque vous avez un projet social, un projet de société qui parle aux gens, ou dont les gens s'intéressent, si vous le vendez bien, vous aurez des bonnes volontés qui vont continuer. C'est ce qu'on fait justement aux US, le Parti démocrate qui font les fundraising. Parce qu'ils ont un projet. Lorsque, par exemple, Trump parlait de qu'est-ce qu'il doit faire de l'intelligence artificielle, qu'est-ce qu'il doit faire des véhicules électriques, donc lui, il vend un projet de société. Et maintenant, tous ceux qui souscrivent à son projet apportent des contributions. Donc, chez nous, on ne va pas se limiter. En fait, on va essayer de s'atteler au projet et de revenir sur ce qu'il a dit, c'est-à-dire on a un problème de souveraineté, en fait. Si je reviens un peu dans l'histoire, on a eu, au sortir des indépendances,
la manière dont les États ont été construits ont abouti à ce qu'il a dit tout à l'heure, c'est-à-dire des groupes de personnes qui se font des jeux de chaises et qu'au final, rien ne change. Et c'est parce que cette construction politique a été faite qu'on a eu des conséquences qu'on a eues, c'est-à-dire la multiplicité des coups d'État. Tout à l'heure, je vous ai donné les statistiques des coups d'État, des alternances non démocratiques en Afrique sur les 15 dernières années, où les 25% des pays francophones représentent 63%. Donc, on a un environnement qui a une certaine culture politique qui ne peut pas produire la richesse. Donc, une fois de plus, parlant de la richesse, il ne faut pas qu'on soit juste dans le volet de la consommation, mais de la production. Lorsque moi, je parle, par exemple, des assises au Cameroun, ça prend en compte justement l'aspect monétaire. C'est-à-dire, lorsqu'on s'assoit, lorsqu'on définit la société qu'on veut, on se donne aussi les moyens, c'est-à-dire en termes de moyens, vers quelle économie voulons-nous aller? L'économie de subsistance, l'économie industrielle, si on veut y aller, ce sera quoi notre politique internationale dans le pays que nous voulons? Lorsque je parlais du fait que la démocratie, un des leviers, un des effets pervers, c'est l'argent. Ce que je voulais dire par là, c'est quoi? C'est que lorsque nous avons des régimes en général démocratiques dans nos États, qui reprennent un petit peu l'organisation qui se fait ici, et je parlais bien d'élections à ce moment-là, bien précisément, ce moment d'élection qu'on fait des levées de fonds, c'est ce que j'expliquais. Nous avons des systèmes qui sont basés, des systèmes démocratiques qui sont basés sur de l'argent. Ce que je veux dire par là, c'est quoi? C'est que simplement les régimes se maintiennent grâce à l'argent. Il faut le dire, la démocratie en Afrique est basée sur l'argent. Non, c'est une réalité. Ça passe pas. Non, ça si. passe pas. Non, ça Non, que non, ça ne non, passe non, pas, non, c'est une réalité. juste après, Oui, ça, c'est une Philippe, réalité. votre C'est-à-dire que propos. les présidents se C'est maintiennent. une incongruité. Non, On peut pas laissez-moi vous finir, laisser- s'il vous on plaît. va vous laisser Laissez-moi finir, je rebondir. vous laisse parler. La Laissez-moi démocratie finir. en Afrique, c'est l'argent. Laissez-moi finir. Elle est basée sur un système d'argent. Mais non. Un système capitaliste, C'est bien un sûr. mensonge, cher ami. Non, je Ne vous dis pas explique ça. pourquoi. Ils sont sur un Non, plateau. laissez-moi Jacques, on finir. va Laissez-moi laisser- finir. Laissez-moi finir. Très brièvement, on arrive bientôt au terme de l'émission. En gros, nos dirigeants se maintiennent parce qu'ils ont le capital. Tout simplement, c'est ce que je voulais dire. Fin du débat par rapport à ça. Je termine juste maintenant par rapport à... On laissera quand même un droit de réponse Oui, à tout à Jacques fait. qui souhaitait réagir. Très bien. Maintenant, je vais rebondir sur le côté militaire. Nous avons le besoin lorsqu'il y aura des militaires qui prendront, et si ça arrive qu'ils prennent le pouvoir en Afrique centrale, c'est déjà arrivé à plusieurs reprises, nous avons besoin de ces militaires qui soient intègres. Et que si, maintenant, parce qu'un militaire peut démarrer, il peut être le point de départ d'une démocratie. C'est-à-dire qu'il peut avoir une démocratie avec un militaire qui vient, il prend d'abord le pouvoir, et ensuite, maintenant, derrière, il instaure un système démocratique lorsqu'il sent que le pays est assez solide pour qu'il y ait maintenant un roulement. Depuis 4 ans, le continent a compté près de 6 coups d'État et une tentative avortée cette année au Bénin. Quel est le dénominateur commun à ces coups d'État? Nous avions posé la question à nos invités et vous allez le voir, cette question a suscité de vraies oppositions. On l'a évoqué à l'instant, vous avez énuméré tout un tas de raisons. Faut-il que je me tourne vers vous? Entre 2020 et 2023, il y a eu 6 États africains qui ont subi des coups d'État, enfin, ou du moins les présidents sont arrivés à la faveur de coups d'État. Ça reste des pays différents, même s'ils viennent de la sous-région. Est-ce que les éléments qu'a avancé Frédéric, on peut en faire un dénominateur commun? Est-ce qu'avec autant de pays différents, il y a un dénominateur commun justement à tous ces coups d'État-là? Je pense qu'il y a plusieurs dénominateurs communs, mais le principal, c'est généralement le malaise des populations qui ne parviennent pas naturellement à retrouver dans l'action des gouvernants en place les mécanismes qui permettent d'assurer des conditions de vie dignes, pour ne pas aller plus loin que cela, c'est-à-dire la fourniture des services de base, l'eau, l'électricité, l'accès aux soins de santé et à l'alimentation. Et dans ce contexte-là, généralement, il est beaucoup plus facile qu'un renversement de régime intervient. Mais par contre, il faut bien situer l'origine de ces renversements-là, qui peuvent être divers. Les origines des renversements, on peut même remonter à plus loin que 2020. Il y a eu le printemps arabe notamment, et on se rend bien compte qu'il y a un certain nombre de facteurs qui parfois ne sont pas toujours des facteurs externes, qui interviennent également dans les renversements de régime sur notre continent. Il y a également un certain nombre d'enjeux internes également qu'il faut prendre en considération, des luttes de pouvoir notamment, mais je crois que d'une manière générale, tout cela se résume à la lutte des classes que Frantz Fanon décrit pertinemment dans son livre, et il est important naturellement que les classes qui sont les classes dominantes, à savoir une petite bourgeoisie, une petite élite qui concentre entre sa main la totalité de la gestion du pouvoir, mais aussi la totalité des ressources du pays pour vivre dans un train de vie opulent, tandis que l'extrême majorité de la population croupit dans la misère.
qu'il y a un renversement, en fait, ou une rénonciation de ces classes-là à ces privilèges, pour que, comme Thomas Sankara le disait, on puisse avoir l'eau potable pour tous et non pas le champagne pour quelques-uns. On l'a évoqué en introduction, la bonne gouvernance en Afrique, le salut viendrait-il des militaires? Une question qui a hautement divisé nos invités, vous allez le voir. Finalement, l'alternance et l'alternative politique sont-elles deux notions qui s'opposent? Ou finalement, la clé de compréhension de cette émission? Je vous propose de découvrir cet extrait. La question est absolument intéressante parce qu'elle nous permet d'aller au-delà de la réaction qu'on a quand il y a un coup d'État, qui amène à considérer le coup d'État comme une simple régression démocratique. C'est ce qui est arrivé dans les pays Mali, Burkina, Niger. Et il ne faut pas oublier, tout en prenant acte du coup d'État comme une régression démocratique peut-être, de comprendre que le coup d'État n'est pas venu comme ça. Il y a sans doute des fragilités démocratiques, des promesses démocratiques qui n'ont pas été tenues dans ces pays-là. Lorsque le Mali aborde en 1991 la période démocratique après le renversement de Moussa Traoré, l'avènement de ATT, la démocratie, tout le monde a applaudi. Mais aujourd'hui, ce sont les mêmes qui ont applaudi le coup d'État. Et il y a eu des sondages même où on a montré que le pouvoir militaire était populaire au Mali. Et ça amène à la réflexion sur qu'est-ce qu'un pouvoir légitime, est-ce que c'est les élections, etc. Donc il y a tout ce débat. À mon avis, l'intérêt de la question, c'est aussi qu'elle nous amène à comprendre que même les régimes civils que l'on chante partout, que l'on crédite de toutes les vertus, n'ont pas été de modèle de gouvernance. Et c'est peut-être même parce qu'ils n'ont pas été de modèle de gouvernance qu'on a connu la période actuelle de coup d'État. Parce que pour moi qui ai vécu dans un pays qui a vécu 5 coups d'État, la conclusion à laquelle on est arrivé, c'est que les coups d'État même, il y a des conditions pour que le coup d'État se produise. Et souvent, c'est des comportements des gens dans la gouvernance erratique, il faut le dire, qui amènent les gens aux périodes de coup d'État. Maintenant, après le coup d'État, qu'est-ce qui se passe? Il y a des choses qui sont positives qui se passent. On a vu, par exemple, que c'est vraiment des éléments factuels, que la lutte contre la corruption a été plus efficace pendant les périodes de pouvoir militaire. On peut le comprendre. Parce que ces pouvoirs-là ne sont pas dans le clientélisme politique. Qu'est-ce qui a empêché souvent de lutter contre la bonne gouvernance dans nos pays? Les gens font des alliances, ils arrivent au pouvoir. Souvent, ceux qui sont compromis dans des affaires de commission sont vos alliés. Comme vous privilégiez votre alliance par rapport à la lutte contre la corruption, vous fermez les yeux sur la corruption et vous gardez votre alliance. Donc, il y a effectivement des choses que le contexte du coup d'État, que le contexte de la transition militaire permet et que le régime civil ne permet pas. Je ne dis pas que les régimes militaires sont plus vertueux, mais il y a des éléments... Est-ce que dire qu'il y a un dénominateur commun avec des défis qui seraient des défis qu'on peut retrouver dans ces pays africains, ce serait faux? Vous parlez de bonne gouvernance dans des pays où justement il y a eu... Oui, enfin, ce que Sédic essaye de dire, si j'ai bien compris, c'est que le régime soit militaire ou pas, les problèmes sont les mêmes. C'est justement parfois la façon de les régler qui diffère. Et où je ne suis pas favorable par rapport à ceux qui pensent qu'un coup d'État militaire est forcément une régression démocratique, c'est le fait en réalité que ce qu'on présente comme des démocraties jusqu'à présent, en réalité, ne sont pas des démocraties. Souvent, un coup d'État militaire peut s'avérer être justement un acte démocratique. Je dis, il y a des coups d'État militaires qui sont plus démocratiques que des élections. Quand vous voyez des élections qui sont organisées, dont on connaît les résultats à l'avance, vous avez des élections où plus du tiers de la population ne sont même pas concernés. On n'est pas en démocratie, n'ayons pas peur des mots. Quand vous voyez des dirigeants qui sont prêts à massacrer leur population pour réviser les constitutions et s'offrir un 3e mandat, on n'est plus dans le cadre de la démocratie. Et dans ce cas de figure, un coup d'État peut être, à mon sens, même un rétablissement d'une véritable démocratie. Donc, c'est pour ça que je dis, à un moment donné, nous devons arrêter avec ce que je qualifie des jugements de valeur pour aller vers des jugements de réalité. Je pense que chaque situation doit être appréciée en fonction du moment. Si vous demandez aux Ghanéens aujourd'hui quelle a été leur perception du coup d'État militaire de Jerry Rawlings, ils vont vous dire que c'est un coup d'État qui a amené le Ghana
vers la démocratie. Parce que le Ghana d'aujourd'hui... Même cas de figure pour la Mauritanie. Voilà. Le Ghana d'aujourd'hui, on le doit à Rawlings, mais c'était un coup d'État à la base. Les gens oublient peut-être souvent Thomas Sankara. Il est arrivé au pouvoir par un coup d'État, mais il s'est avéré comme étant un leader qui a inspiré plusieurs générations et qui continue d'inspirer jusqu'à aujourd'hui. Donc ne nous arrêtons pas aux principes, aux dogmes qui nous sont imposés, jugeons la réalité. Il y a eu aussi des très mauvais coups d'État qui étaient des coups d'État inopérants, qui n'ont rien apporté, qui ont plutôt fait régresser le pays. C'est pour dire que je ne suis pas là pour célébrer les coups d'État ou pour avoir un regard dédaigneux vis-à-vis des coups d'État. J'apprécie la réalité et la réalité me montre que dans certains cas de figure, les coups d'État sont davantage la conséquence d'une mauvaise gouvernance, d'une confiscation du pouvoir, qu'une réelle volonté à un moment donné des gens de changer un certain ordre établi. Non, je pense que Jules a touché un point que nous devons approfondir ici et ailleurs. On ne peut pas, ce qui arrive aujourd'hui en Afrique, et ce qui arrive dans le rapport entre la communauté internationale et les pays de l'AES, on ne peut pas réduire la démocratie aux simples élections. Et souvent, de quelles élections on parle même? On ne peut pas réduire. Souvent, l'Occident se contacte d'une élection en disant puisqu'il y a eu des élections, ce pouvoir est suffisamment légitime, sans creuser les conditions même dans lesquelles cette élection s'est tenue. Et vous savez, j'ai moi-même écrit là-dessus, l'observation électorale internationale. Les gens viennent de Paris, de Londres ou de New York, la veille des élections, le jour des élections, ils se promènent dans la capitale, ils regardent 3 ou 4 bureaux et ils font une déclaration pour dire comme il n'y a pas eu d'accident majeur, c'est que les élections se sont bien tenues. Pour peut-être compléter, la déclaration est souvent écrite avant. C'est la même formule partout. Nous avons noté quelques irrégularités, mais elles ne sont pas de nature à entacher la crédibilité du scrutin. C'est écrit à l'avance. Donc, dans ce cas de figure-là, on ne peut pas réduire la démocratie à ça parce qu'il y a d'autres éléments, le fonctionnement. Si vous prenez, puisqu'il faut être factuel, si on prend ce qui s'est passé au Mali en août 2020, le coup d'État qui a renversé le président Ibrahim Boubacar Keïta, vous savez, quand il y a eu des élections, en plus des éléments, des problèmes de gouvernance qu'il y a eu, le détournement, etc., quand il y a eu les élections, on a donné des sièges aux partis législatifs, bien sûr. On a donné les sièges aux législatifs au parti du président, la majorité présidentielle, qui ne les a pas gagnés dans les urnes. Les gens ont contesté, la contestation est venue au niveau de la Cour constitutionnelle, et la Cour constitutionnelle a validé, et souvent c'est ça le problème. Il n'y a pas d'institution d'arbitrage, chaque élection est, si la Cour est suffisamment courageuse, elle change une virgule pour dire que le score a un peu diminué. Autrement, des élections qui sont mal passées ne sont pas arbitrées et ça crée un contentieux, le contentieux électoral qui a ôté du moment du M5 RFE qui a amené jusqu'à la chute de IBK. Et ça pose la question de la démocratie qui ne peut pas être réduite comme le veut aujourd'hui les partenaires occidentaux en disant nous on ne va pas aider les pays du Sahel parce que ce sont des pouvoirs qui n'ont pas été élus. Or, si vous comparez aujourd'hui, souvent les pouvoirs sont plus populaires, en tout cas auprès des populations, si vous demandez, auprès des populations, parce qu'ils ont été capables de poser des actes que les régimes civils n'ont pas posés. On doit aujourd'hui, moi je ne suis pas un militant du CNSP au Niger, mais le CNSP a posé des actions qu'aucune personne n'a posées depuis Tandja, depuis Diori, c'est-à-dire la question du rapport avec la France sur la question de l'uranium. Areva a eu le permis que le CNSP a retiré depuis 2009. Il ne l'a pas mis en œuvre, les autres pouvoirs ont eu peur, etc. Ils n'ont pas retiré. Bon, il y a des choses que les régimes militaires peuvent poser, qui font leur popularité, qu'ils ont même, entre parenthèses, une légitimité auprès de la population, qui n'est pas une légitimité électorale. Mais ils ont posé des actes. Il y a plusieurs sources de légitimité. Donc c'est ça. Toutes ces questions-là doivent être intégrées dans l'appréciation de la gouvernance en Afrique. On ne peut pas réduire la gouvernance simplement aux questions électorales et après on dit bon, puisque le pouvoir a été élu, c'est fini. Alors qu'on ne regarde pas les conditions dans lesquelles ça s'est passé et on ne regarde pas la période après élection. Sur l'aspect de ces militaires qui arrivent sans grande expérience, qui arrivent comme ça directement sur le devant de la scène, est-ce que ce regard nouveau, il n'y a pas des risques? Est-ce qu'il n'y a pas des risques de prendre des décisions hâtives? Est-ce qu'il n'y a pas des risques de mal faire quand on arrive comme ça brusquement, comme vous l'avez dit, Jules?
Non, le tout, c'est la question du leadership et de l'équipe dont Est-ce que c'est suffisant? De l'équipe dont on s'entoure. D'accord. On a des cas très précis où des militaires viennent au pouvoir. En 1974, quand le président Kounché fait son coup d'État au Niger, il n'était pas préparé à la fonction politique. Il était le chef d'état-major, il a fait les écoles d'état-major, il a fait les guerres d'Algérie, d'Indochine, etc. Mais il n'était pas préparé à la fonction politique. Mais il a eu l'intelligence de s'entourer des gens qui connaissent l'économie, des gens qui connaissent l'agriculture, des gens qui connaissent l'élevage. Et ça a été une des meilleures gouvernances de notre pays. Au-delà de celle des civils. Parce qu'il y avait le leadership de Séni Kounché qui faisait que chacun se mettait au travail. Vous avez peur d'être sanctionné. Le président faisait des visites surprises le matin à 8 h pour voir si vous êtes au bureau. Si le ministre n'est pas là, lui-même est sanctionné. Et du coup, ça a créé dans la fonction publique nigérienne l'idée que si vous ne partez pas au travail, vous allez être sanctionné. Donc, ce leadership personnel que Séni Kounché a dû certainement acquérir du fait de sa formation militaire, l'école où on se réveille à 5 h du matin, l'école d'enfants de troupe, etc., cette rigueur personnelle, il l'a imposée. On a avancé. Il y a eu sans doute des violations, il y a eu des gens qui ont été arrêtés, etc. Mais le pouvoir de l'époque ne le faisait pas pour lui-même. Il le faisait dans l'intérêt du pays, pour entraîner le pays. Et vraiment, si on regarde aujourd'hui, une des périodes qui a été la plus factueuse pour le Niger, c'est cette période-là. 1974-1987. Parce qu'il y avait un leadership assumé. Le président lui-même était dans une sorte de rigueur, dans une sorte de modestie qui faisait que le train de vie de l'État, je donne un exemple, c'est peut-être anecdotique, mais quand vous êtes un fonctionnaire de l'État, on vous donne une voiture de fonction, vous l'utilisez de lundi à vendredi. Le week-end, vous amenez la voiture au garage administratif. Pour que vous n'y allez pas à la plage avec la voiture, pour que vous n'allez pas au marché du dimanche avec la voiture. Parce qu'il y avait une certaine rigueur. Et cette rigueur-là, ce leadership-là, c'est de ça dont on a besoin. Parce que nos pays n'ont pas de problème de ressources. C'est pas, il y a le pétrole, il y a l'uranium, il y a le gaz, etc. Mais si on n'a pas de leadership, et comme l'a rappelé Jules, moi je suis allé au Rwanda, et je vous jure, malgré tout ce qu'on peut penser de la question, j'ai été impressionné par la qualité du développement que j'ai vu au Rwanda. C'est peut-être pas anecdotique, mais je pense que j'ai rarement été, Dieu sait que j'ai fait beaucoup de conférences internationales, dans un pays pour une conférence internationale qui était prévue à telle heure, qui a commencé à telle heure. C'était prévu à 9h, c'est à 9h00 que ça a commencé. La fin de la conférence était prévue 2 jours après, à telle heure, c'est comme ça. Parce qu'il y avait une rigueur militaire, millimétrée. Chacun sait, on ne vient pas comme j'ai pu le voir, le jour de l'ouverture pour tester le micro devant des invités, comme on a pu le voir, ou des conférences qui ont commencé avec 6 heures de retard parce que le Premier ministre ou le ministre ne pouvait pas être à l'heure, etc. Bon, il y a une certaine rigueur, une certaine leadership qui fait que les résultats suivent. Je crois que le déficit d'expérience de la gestion du pouvoir n'est pas pour moi tant le problème. Le problème, c'est l'équipe dont on s'entoure et puis le leadership que soi-même on donne. À partir du moment où les gens voient que le leader est là à 7h15 pour commencer le travail, à 7h30, il s'impose une certaine rigueur, il lui-même n'est pas un détourneur et il ne laisse pas sa propre famille détourner, ça peut entraîner le pays et ça peut donner des résultats. Et je pense que ce qu'on a perdu au nom de la démocratie, c'est cet enseignement. On a dit que non, que ce n'est pas utile d'enseigner les valeurs de l'éducation civique. On a abandonné, dans beaucoup de pays, on a abandonné l'enseignement de l'éducation civique. Le respect du drapeau, le respect des aînés. Ouais. Sous, par exemple, le président Kounché, ce que nous, on a connu, Séni Kounché avait instauré ce qu'on appelle le service civique national. C'est-à-dire que vous avez votre doctorat, vous avez votre maîtrise, vous finissez. Pendant 1 an, vous allez faire le service civique national. Vous allez avoir un pécule de 50 000 francs CFA par mois. Et on va vous apporter dans une autre région que votre région d'origine. Si vous êtes de Niamey, on va vous affecter à Difa. Si vous êtes de Difa, on va vous amener à Grèce. Et ça a permis de faire le brassage national,
aux Nigériens, aux gens de Difa de connaître Niamey, aux gens de Niamey, etc. Donc il y a au Cameroun, cette éducation, effectivement, cette civique, mesure existait. éducation physique, éducation civique, le respect du drapeau, le respect des aînés, etc. Tout ça fait qu'on construit un homme qui est prêt à participer au développement de son pays. Ce qui nous manque aujourd'hui, c'est le sens de l'État. Et c'est ça que les militaires ont essayé de rapporter, je pense, dans nos pays. Ce leadership, on ne le retrouve pas dans les gouvernements civils. Je pense à des profils comme Ousmane Sonko, par exemple, au Sénégal. Est-ce qu'on peut dire que c'est une personne dénuée de leadership? Est-ce que... Non, on ne peut pas le dire. Moi, le cas du Sénégal, c'est un cas qu'on observe encore. Je dois dire, sur un certain nombre de choses, ils viennent avec une sorte de fraîcheur, parce qu'ils ne sont pas du tout moulés dans un certain système, mais ils sont en train de vivre l'épreuve de la réalité du pouvoir. Parce que je dis toujours, il y a une différence entre la conquête du pouvoir et son exercice. Il y a une différence entre le statut d'opposant et le statut de détenteur du pouvoir. Mais je voulais répondre sur une question centrale, c'est la question justement du risque que représente la gestion de l'État quand l'État est confié de manière brusque et soudaine à des militaires. Et si on prend les exemples récents, il faut noter qu'ailleurs, avant, quand on faisait des coups d'État, ceux qui arrivaient aux affaires, c'était souvent les chefs d'État-major des armées, qui étaient des gens aussi un peu rompus à la sphère politique, parce qu'ils étaient très proches aussi du régime. Mais ce qui s'est passé ces dernières années, et justement c'est ce qui marque la différence avec ces coups d'État, c'est qu'excepté peut-être le cas du Niger, si vous prenez le cas du Mali, le colonel Assimi Goïta n'était pas le chef d'État-major, c'était un opérationnel, c'était des gars qui étaient sur le terrain, qui a fait le front. Ibrahim Traoré, c'est la même chose. Et j'ai envie de dire que il y a effectivement un risque de confier le pouvoir, la gestion d'un État, à des mains aussi inexpertes. Mais le risque est minimisé si le leader a l'humilité nécessaire pour savoir qu'il n'est pas préparé à ça, parce qu'il faut se préparer à la fonction présidentielle. Et quand vous discutez avec certains de ces militaires en off, il y en a qui reconnaissent que les premiers jours n'étaient pas les plus évidents. Mais l'humilité et l'intelligence et le leadership commandent de savoir s'entourer. Parce qu'en réalité, un bon leader, c'est son équipe. Ce sont aussi des think tanks qu'il peut avoir derrière lui, il faut le savoir. Ce n'est que la face visible qu'on voit, mais le leader aussi, sa qualité, c'est comment il arrive à s'entourer. C'est pour ça que quand je suis certains analystes expliquer dans certains pays où rien ne marche que ce n'est pas la faute du leader, mais de son entourage, je dis il n'y a pas raisonnement plus ridicule. Parce que quand vous êtes le leader, vous avez justement la capacité de choisir votre entourage. Et si votre entourage est médiocre, ça veut dire que vous êtes médiocre. Vous ne pouvez pas être une lumière et vous entourer des médiocres. Donc, on ne peut pas dissocier l'entourage du leader. Dans le cas d'espèce, si on prend l'exemple d'un pays comme le Mali, le colonel Assimi Goïta, il est arrivé au pouvoir, mais il s'est entouré. Quand vous prenez, par exemple, le ministre des Affaires étrangères du Mali, Abdoulaye Diop, il n'est pas militaire à la base. Et tout le monde aujourd'hui découvre son talent. Mais je tiens à rappeler à certains qu'il avait déjà été ministre des Affaires étrangères au Mali sous un régime civil. Mais on a l'impression que ce n'est pas forcément la même personne. Aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé? Il a les coups des France. Il a un régime qui est à la tête d'un État qui revendique de manière sincère sa souveraineté. Et on a pu voir comment son talent s'exprime à travers... Donc vous avez vu que ils ont su faire des agences. Si vous prenez même le ministre de l'administration territoriale du Mali aujourd'hui, bien que ce soit un militaire, c'est quelqu'un qui a une réelle expérience, notamment au sein des organisations internationales et tout, parce qu'il ne faut pas penser que militaire veut dire forcément manque d'expérience ou méconnaissance du champ politique ou diplomatique ou administratif. On a en Afrique aujourd'hui des militaires qui sont très bien formés, et c'est pas parce qu'ils ont la tenue qu'ils sont devenus moins intelligents, au contraire. Donc j'ai envie de dire, il y a forcément un risque, mais le risque peut être rapidement dilué par la qualité du leadership, par la qualité de l'entourage. Et je tiens aussi à préciser que malheureusement aussi, dans ces régimes, quel que soit l'espoir que cela peut susciter, il y a aussi parfois des brebis galeuses. Il y a effectivement des gens qui veulent profiter justement de ce coup d'État pour se positionner, pour effectivement prendre les affaires. Et tous les coups d'État, comme je l'ai dit tantôt, ne sont pas forcément salutaires. Tous les militaires n'ont pas vraiment le leadership ou le charisme nécessaire. Si vous prenez le coup d'État d'Addis Camara en Guinée, je ne suis pas sûr que c'est un coup d'État qui faisait rêver ou qui pouvait amener à croire qu'on peut avoir quelque chose de différent en Afrique. Si vous prenez Samuel Doe au Libéria, c'était un militaire, mais je ne pense pas qu'il restera dans les annales de l'histoire comme étant quelqu'un qui a transformé
transformé son pays ou qui a donné une nouvelle vision à son pays. Si vous prenez Robert Gueye en Côte d'Ivoire, c'était aussi un militaire qui est arrivé aux affaires. Donc, c'est pour ça que je dis il faut prendre ça au cas par cas. Il faut vraiment prendre ça au cas par cas. Ce n'est pas militaire contre les autres, c'est leadership. Ce que je remarque, c'est que le fait d'être un militaire peut vous donner d'autres atouts que les autres n'ont pas, que les civils n'ont plus ou ont décidé de ne pas avoir, mais ça ne justifie pas tout. Il y a des militaires qui sont autant ou sinon plus corrompus que des civils. Vous voulez ajouter quelque chose? Non, c'est tout à fait exact. La question, le leadership n'appartient pas à une profession en particulier. On a pu le voir avec des gens comme Diori Amani, comme Modibo Keïta, qui n'étaient pas des militaires, mais qui avaient un leadership, qui avaient une conscience du sens de l'État, et qui étaient, bon, pour certains, vous avez vu, qui ont connu des périodes les plus fastes de leur pays, mais qui ne se sont pas enrichis. Des gens qui sont venus après, qui sont des civils comme eux, qui eux n'ont pas le sens de l'État, se sont mis à faire. Et vous avez des militaires qui sont venus au pouvoir, et qui ont eu le sens de l'État, qui ont eu le leadership, qui a permis à leur pays d'avancer. Ce n'est pas exclusif, ça dépend de la trajectoire personnelle et puis des convictions aussi du leader. À partir de là, en tout cas, si on a un leadership sérieux, affirmé, ça peut avoir un effet d'entraînement sur le reste du pays. Vous évoquiez une sorte de refonte en fait, de la démocratie. Est-ce que c'est une alternative alors à cette gouvernance militaire, ou est-ce qu'à l'inverse, est-ce qu'il faut accompagner via des institutions internationales ces chefs d'État qui sont arrivés à la faveur de coups d'État? Pour moi, cette période offre une opportunité de refonder la démocratie et de la revoir, d'aller sur une base. C'est pour ça que... mais pour ne plus qu'il y ait de coups d'État, il faut qu'il ait cette forme de démocratie. Il faut qu'il ait la vraie. Parce que la démocratie erratique, on va avoir 180 partis, on va avoir des élections truquées, on va avoir c'est quelque chose qui crée les conditions du coup d'État. Il faut qu'on retienne que le coup d'État ne vient pas ex nihilo comme ça. Dans un pays où ça marche comme au Sénégal, est-ce qu'il y a eu le coup d'État là où les institutions ont véritablement marché, le Conseil constitutionnel a fait son travail, les partis ont fait, etc. Donc, si on ne crée pas ces conditions-là, moi je pense qu'on va avoir des coups d'État même prochainement. Jules, vous voyez réagir? Oui. En fait, pour moi, le bon coup d'État, c'est celui qui met un terme au coup d'État. Ça veut dire que le bon coup d'État, c'est celui qui arrive à refonder un pays pour le mettre sur des rails de telle manière qu'on ne revienne plus à une situation exceptionnelle. Parce que la période de transition, c'est une situation exceptionnelle. Et qui dit situation exceptionnelle dit mesure exceptionnelle. Ce que les autres appellent privation de liberté, tout ça entre dans cette période d'exception. Parce que comme je vous ai dit, l'une des premières mesures, quand les militaires arrivent au pouvoir, qu'est-ce qu'ils font? Ils suspendent la Constitution. Une fois que la Constitution est suspendue, les médias, on s'inscrit dans un régime d'exception. Maintenant, est-ce qu'il y a des dérives pendant cette période d'exception? Évidemment que oui. Et j'ai envie de dire, pour faire facile, que même avant, il y avait déjà des dérives. La question n'est pas là. Parce qu'il ne faut pas tomber dans le discours de ceux qui sont anti-militaires ou anti ce qui est en train de se faire au Sahel, de relever les manquements, etc. Les manquements, ils les avaient avant et il y en avait même plus. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Maintenant, pour moi, la transition, c'est une occasion exceptionnelle pour tout changer. C'est pour ça que je dis une transition, oui, mais pourquoi faire? Si c'est pour faire une transition comme on a eu à le faire dans plusieurs pays, pour revenir au statu quo ante, ça ne sert à rien parce que les mêmes causes produisant les mêmes effets, on aura un coup d'État très rapidement. C'est pour ça que Cédric parle du Niger. Le Niger, la Centrafrique, il y a plusieurs pays en Afrique comme ça. Pourquoi? Parce que les coups d'État n'ont pas permis de mettre un terme au coup d'État. C'était des périodes de transition qu'on n'a pas su exploiter. Et ça, c'est lié justement au discours ambiant sur ce que vous appelez la démocratie. Parce que je veux qu'on sorte de cet universalisme qui est qu'un leurre. Parce que la démocratie, c'est quoi au fond? C'est une manière de gérer la cité. Et je pense que ça dépend de chaque pays et de chaque histoire, de chaque sensibilité. La démocratie telle qu'on l'applique aux États-Unis n'est pas la même qu'en France, n'est pas la même qu'en Grande-Bretagne. Vous allez avoir des gens qui vont vous dire la Chine, c'est pas une démocratie. Pour moi, c'est la plus grande démocratie au monde. Pourquoi? Parce qu'ils ont, chacun a sa perception de la démocratie. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. La démocratie n'est pas quelque chose qui est une valeur universelle gravée sur le marbre.
Je ne sais pas si vous comprenez ce que j'essaye d'expliquer. Donc, la différence aujourd'hui, c'est de dire aux dirigeants ou aux Africains, c'est à eux de choisir le modèle politique qui, selon eux, est celui qui garantit leurs intérêts. Sans s'appuyer sur l'aide internationale, parce que Oui, j'imagine, bien, normalement, c'est pour ça que je parlais- c'est pour ça que je parlais- que les organisations Bien sûr, internationales n'ont c'est pas pour de ça que rôle à je parlais- jouer. C'est pour ça que je parlais de la lutte pour la liberté et de la souveraineté. Parce qu'évidemment, si vous vivez de l'aide internationale... Est-ce que la coopération régionale, à l'inverse, elle a Oui. un rôle à jouer? Quand on voit les pays, comme vous dites, qui ont réussi leur coup d'État, est-ce qu'ils ont un rôle à jouer? Bien sûr, il y aura forcément Un rôle à jouer. d'accompagnement, un rôle... Oui, bien sûr. Je voulais revenir sur cette question parce qu'elle est centrale. Si vous dépendez de l'extérieur, si vous êtes convaincu que vous attendez l'aide de la France ou des États-Unis pour boucler vos fins de mois ou boucler votre budget, il est évident que vous allez avoir la perception de la démocratie telle que définie par les États-Unis. Vous êtes d'accord avec moi? Sinon, ils ne vous donneront pas l'aide. Donc, vous serez obligé de faire les choses pour, entre guillemets, les contenter. Mais ce que je dis, c'est que cette démocratie occidentale africanisée a été conduite et imposée à dessein parce qu'il n'y a pas meilleure fragilité que cela, parce que c'est ça qui permet d'avoir des hommes politiques fantoches, et de telle manière que si vous décidez de ne pas suivre la ligne que ceux qui vous ont amené au pouvoir veulent que vous suivez, on fait une autre élection pour vous renverser, ou à la prochaine élection on peut vous renverser. Donc ça devient parfois plus un problème qu'une solution. C'est pour ça que je pense que c'est à chaque peuple de décider quel est le système politique qui lui convient et qui a même de garantir ses intérêts. Si cela passe par un système où on organise des élections tous les 4 ans ou tous les 5 ans, soit, mais que ce soit le reflet de la réalité de ces pays-là. Je vous prends pour exemple, et je terminerai par là, les pays du Golfe qu'on admire aujourd'hui. Je vois les gens aller aujourd'hui passer des vacances à Dubaï. Les gens étaient très contents de voir le niveau de développement du Qatar et tout. Mais est-ce que le Qatar, c'est une démocratie? Ce n'est pas une démocratie, telle qu'on l'a définie. Mais est-ce que le Qatar ne coopère pas avec tous ces pays occidentaux? Pourquoi est-ce qu'au Qatar, on n'impose pas des élections pour lui apporter de l'aide ou pour coopérer avec le Qatar, et en Afrique, on impose cela? Le Qatar n'a pas accepté de se faire inféoder et a décidé d'avoir le système politique qui, selon lui, garantit ses intérêts. Et tant que ça marche, il n'y a pas de problème. L'Arabie Saoudite, vous savez bien qu'en Arabie Saoudite, on pratique la charia. Vous qui êtes une femme, vous aurez du mal à vivre en Arabie Saoudite avec toute cette restriction. Mais vous voyez que malgré tout ça, l'Arabie Saoudite est un partenaire privilégié des pays occidentaux. Mais en Afrique, on essaye de vous faire croire qu'il y a une certaine façon de fonctionner. Tous ceux qui critiquent la Chine aujourd'hui, qui disent que ce n'est pas une démocratie, ils travaillent avec la Chine. Hein? Tous. Ils travaillent avec la Chine. Les États-Unis sont l'un des plus grands emprunteurs à la Chine. Mais aujourd'hui, on va vous dire, vous autres Africains, quand vous vous rapprochez de la Russie, non, c'est dangereux. Quand vous vous rapprochez de la Chine, non, c'est dangereux. Donc j'ai envie de dire, pour terminer là-dessus, c'est à nous de déterminer. Qu'est-ce qui empêcherait à une population de dire que nous, ce qu'on veut, c'est avoir un militaire à la tête de notre État? Si c'est vraiment la volonté du peuple. Puisque si on parle de démocratie, c'est la volonté du peuple. Qu'est-ce qui empêchera un pays de dire que nous, on ne veut pas de limitation de mandat, si c'est vraiment la volonté du peuple? Donc j'ai envie de dire, sortons de ces pièges-là, parce que ce sont ces concepts-là qui nous ont longtemps endormis. Et je dis, la démocratie telle qu'on la faisait jusqu'à présent est un réel problème. Moi, je viens d'un pays qui s'appelle le Cameroun, où en 2018, on a eu une élection. Après la publication des résultats officiels, on avait plus de 100% au niveau des résultats. Donc, quand vous faisiez les additions, on avait débordé les 100%. Vous comprenez qu'il y a un problème, mais c'est une élection que certains dans la communauté internationale ont jugée recevable. Est-ce qu'on est sérieux quand on se retrouve dans ce cas de figure? C'est la fin de ce second best-of. On se retrouve vite pour le prochain numéro. Vox Africa. The Voice Afrique francophone saison 5, édition spéciale Côte d'Ivoire, les backstage des épreuves en live. Ils étaient des dizaines de talents au début de l'aventure. Et à l'issue des épreuves en direct des quarts de finale, demi-finale et finale, Vova de la team Mix Premier a soulevé le grand V de la victoire. C'est la confirmation totale. Tous les classements sont confondus. Merci.
Sur Vox Africa et sur YouTube, plongez avec nous dans les coulisses de la soirée des quarts de finale sous le grand dôme du parc des expositions d'Abidjan. Le Seigneur a été fidèle à la vision qu'il nous a donnée. À ne pas rater toutes les émotions palpitantes de la préparation des talents, l'attitude des coachs, la pression des équipes de la production, la touchante aventure humaine derrière le plus grand show musical télévisé panafricain. C'est parti. Vox Africa.